Bienvenue dans le monde où Slenderman c'est mature, c'est beau, c'est touchant parfois et c'est effrayant surtout. Avant Slender, il y avait Marble Hornets. Alors, Marble Hornets est une web-série réalisée par Troy Wagner, Tim Sutton et Joseph Delage, qui formeront quelque temps après le début de la web-série le collectif THAC, diminutif de Troy as a Camera. Actuellement, le collectif fait des vidéos humoristiques absurdes juste hilarantes. Bien loin de ce qu'ils font actuellement, Marble Hornets est une web-série d'horreur avec un scénario travaillé, commencé le 20 juin 2009 et fini le 20 juin 2014. Néanmoins, une autre série des créateurs commence en ce moment sur le site marblehornets.com. Pour l'instant, il semblerait que cela ressemble plus à un mystère des internets sur un site en particulier, qui se transformera peu à peu en réelle série. Cependant, trop peu d'informations vous communiquer. Marble Hornets est une web-série / ARG. Un ARG est un jeu de réalité alternée, en anglais Alternate Reality Game. Comprenez ici que la série fait tout pour coller le plus à la réalité et qu'elle se développe dans un univers tout à fait plausible. Par exemple, Jay, le personnage principal de la série, ne vous inquiétez pas, on parlera du scénario après, a un compte Twitter sur lequel il parle à la première personne, comme si tous les événements étaient tout à fait réels. C'est donc tout naturellement que Marble Hornets est filmé en found footage. Le found footage, c'est le fait d'utiliser une vue subjective selon Wikipédia. Moi je dirais que c'est une vue subjective de caméra et que c'est presque tout le temps fait dans l'amateurisme le plus total. Et qu'il s'agit de coller le plus à la réalité, donc les vidéos sont d'une qualité très moyenne. Je parle de qualité moyenne dans le sens pas de HD. Le found footage est très intelligent car il nous fait peur pour des bonnes raisons, car on commence à douter de la véracité de ce que l'on regarde. Parce que Internet, c'est le recueil de ce genre de vidéos mal fichues, fait avec de vieilles caméras où ça bouge dans tous les sens. Et donc c'est tout à fait logique que la série s'organise de cette manière. La chaîne comptabilise à ce jour plus de 80 millions de vues et 410 000 abonnés. Néanmoins, malgré sa popularité en Amérique et dans d'autres pays, Marble Hornets a de grandes difficultés à venir dans le pays du coq et des baguettes de pain. Certainement parce que c'est américain et que très peu de Français connaissent leur anglais parce que ça sert à rien dans la vie. Passons à présent au synopsis de la série. Cela fait 3 ans. 3 ans que Alex Craigie a abandonné son projet de film étudiant nommé Marble Hornets. Effectivement, le tournage du film pendant l'été 2006 a été d'une horreur extrême, à cause de l'irritabilité de Alex et d'étranges événements qui pousseront Alex à se filmer lui-même en permanence et qui le mettront rapidement dans un état de dépression et de paranoïa extrême. C'est lorsque Alex abandonne le projet et se met à l'idée de brûler toutes les cassettes enregistrées que son pote, Jay, décide de les lui prendre, ne supportant pas l'idée de perdre un projet si prometteur. C'est après de longues discussions que Alex cède à condition que Jay ne lui fasse plus jamais mention de Marble Hornets dans le futur. C'est donc 3 ans plus tard, Alex ayant déménagé entre-temps, que Jay retrouve les vieilles cassettes de Alex et est bien décidé à découvrir pourquoi Alex a agi comme ça. Il postera son avancée sur la chaîne Marble Hornets. Peu à peu, il se rend compte qu'une étrange chose stalk Alex lors du tournage. Il s'agit d'une créature humanoïde très grande en costard, avec une tête blanche sans visage. Et stop. Avant de continuer à développer, faisons un point important. Slenderman est certainement la creepypasta la plus modifiée de tous les temps. Genre, des gens pensent que Slenderman a une cravate rouge. Ah pardon, affirment pour leur vie, pour l'amour de leur vie, que Slenderman a une cravate rouge. Alors que sur la toute première photo de Slenderman, il n'y a pas de cravate. Voilà, je t'ai fait un grave mindfuck. Il faut savoir que Marble Hornets c'est une série qui a commencé 10 jours après le post des premiers montages photos. Donc cette série est celle qui a créé Slenderman dans sa manière d'exister, dans sa manière d'être, alors que le créateur, Victor Surge, ne lui a donné que le design. Il est donc très intéressant de regarder la saison 1 de Marble Hornets juste pour ça. Une sorte de documentaire, de témoignage involontaire sur les origines de ce mythe. On pourra voir les différentes évolutions de la créature, passant d'un Slenderman qui marche, à un Slenderman qui vous regarde de loin sans rien faire, à celui qui vous suit, à celui qui se téléporte, et enfin, à celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est mon boulot de faire ça. En ce qui concerne l'intérêt de regarder les 2 autres saisons, il faut savoir que ce sont 2 saisons qui vous feront de moins en moins peur, mais qui vous intéresseront surtout pour le scénario très bien développé et les interactions entre les personnages, et tous les mensonges qui traînent dans ce minuscule groupe. Allant du mensonge pour préserver la vie de ses amis à ceux pour servir ses intérêts, Marble Hornets vous montrera à l'aide de révélations très bien gérées comment un être humain peut mentir et pour quelles raisons. Alors, regardez en haut, critique subjective. Oui, c'est un avis. Alors je vais mettre pas d'accord un paquet de monde, mais je pense que la critique objective n'existe pas. On est tout le temps subjectif.
Des trolls ont essayé de faire comme si je savais pas. C'est dans le concept de l'émission d'appuyer de façon inutile mes propos. Et donc si je fais cet avertissement, c'est bien parce que je lui ai donné mon avis sur les bons points de la série. Et donc, c'était au cas où. J'ai cité par exemple 2 bons points. La peur. Est-ce que ça fait peur? N'ayant peur que des fourchettes depuis que j'ai perdu mon âme devant des émissions sur internet, je suis tombé dans une période bien moche et sale où je n'avais plus trop de trucs capables de me faire peur. Ouais, je sais, c'est hyper prétentieux. Et la saison 1 m'a foutu une claque absolue. Je flippais comme un con. Les distorsions bien placées me faisaient sursauter, les trucs dissimulés me faisaient frissonner. J'étais mal à l'aise. J'avais constamment l'impression que plus j'avançais dans la série, plus je sentais que les choses autour de moi craquaient, qu'elles grinçaient. Je me sentais oppressé, mal à l'aise. Même quelques trucs qui, avec le recul, étaient un peu cheap. Haha, vous ne m'avez pas vu. Même ces trucs me donnaient des frissons. C'était très bien géré. Puis le scénario a commencé à être plus intéressant que la peur à partir du milieu de la saison 2, je dirais. Enfin bref, au bout de la saison 3, je suivais pour le scénario et quelques entries savaient encore me faire peur. Puis je me suis investi complètement dans l'histoire. C'est cette transition, peut-être involontaire vers l'écriture du scénario, qui est très bien gérée, et qui constitue selon moi une qualité indéniable de la série. Puis ça utilise peu de jumpscares. Généralement, tu sursauteras plus parce que tu as vu un truc bouger dans les fougères ou parce que les personnages s'approchent du danger que pour autre chose, genre un gros cri ou une image soudaine. La série reste calme et a une ambiance très charmante et pesante. Personnage très bien écrit. Ouch. S'il y a un truc que j'aime pas dans la majorité des histoires d'horreur, c'est que le personnage principal est un putain de mec badass avec du sang, tout ça. Ou alors une tafiole qui crie tout ça sans arrêt et que les nanas n'ont aucun intérêt. Mais là, les personnages brillent par leur humanité. Ils ne sont pas très bien joués entre le début de la série et la fin du milieu de la série. Mais vers la fin, ça devient brillant. Les personnages sont humains, car ils ont des remords, ne vont pas là où ils ne doivent pas aller. Sauf la logique de Jay dans la saison 1. Mon dieu, dans la saison 1, il est un peu débile quand même. Je me suis fait agresser, revenons dans la maison. Mais ce sentiment que tu suis des vraies personnes qui ne crient pas comme des décérébrés et qui ne parlent pas sans arrêt pendant les scènes de tension et de stress te rapproche des personnages. C'est des personnages attachants ou que tu détestes, genre Alex. Ce mec est insupportable. Je l'appelle la petite princesse qui fait son caprice, car il prend toujours de mauvaises décisions. La série te montre qu'au quotidien, tout le monde peut être un mec gentil comme un odieux monstre. Alors... D'autres points positifs. Ah ouais. Bon bah on va passer aux défauts. En fait j'ai pas tellement de choses à dire sur les points positifs. Le plus important c'est que je vais essayer de développer les autres points positifs à l'aide des reproches qu'on donne très souvent à Marble Hornets. So, this is going to be the last entry that I'll be posting. Alors j'avoue que comme tout le monde au début, je regardais pour voir Slenderman et me faire peur. Mais c'était en regardant jusqu'à l'entry 26 que je me suis rendu compte que l'histoire était très intelligente. Savant faire des tours entre les années sans jamais nous perdre, et c'est avec un montage d'une qualité irréprochable à partir de la saison 3, et un rythme étrange et une histoire qui va vous impressionner à la fin, qu'on finira par se rendre compte que plus de questions ont été posées que répondues. Mais moi ça me suffit de ne pas tout savoir, car au fond c'est cette présence de l'inconnu qui me fait irrésistiblement me mater la série en boucle. Oui je sais, c'est la partie des défauts, mais l'idée c'est de développer les différentes qualités de Marble Hornets, comme j'ai dit, par le biais des différents reproches adressés régulièrement à la série. Donc, quels sont en partie les reproches les plus faits à Marble Hornets? Numéro 1, le rythme est de plus en plus lent. Je considère que le rythme le moins bien géré de toute la série est celui de la saison 2, qui commence trop lentement pour une conclusion très rapide. Alors effectivement, le rythme de la saison 1 est vachement cool, car plus diversifié. Mais je trouve que c'est aussi une faiblesse de cette saison, car il n'y a pas tant d'entries scénaristiques que ça. On nous montre des trucs pas forcément pertinents, mais ça reste un rythme assez dynamique qui a su plaire aux fans. Sinon, concernant la saison 3, c'est pas que c'est lent, c'est que c'est différent. Les moments où Jay et Tim parlent construisent leur association, et généralement les gens abandonnent très vite la saison 3. Moi-même, si j'ai trouvé des entries améliorées, les moments de discussion et de recherche construisent les personnages jusqu'à ce qu'arrive la fameuse entry. Entre l'entry 70 et l'entry 87, les fans voient de quoi je veux parler. Deuxième reproche. Répétitif vers la fin. Aveuglé par ma nostalgie, la vidéo supprimée montrait un moi dithyrambique, incapable de trouver des défauts à l'œuvre, et soudain arrive
Tripodda. Alors pour ceux qui connaissent pas Tripodda, c'est un modérateur de Creepypasta from the Crypt, un bon forum et un bon site qui sont des références de la creepypasta francophone. Et Tripodda est du genre à chercher la petite bête en termes de critique, de chercher les détails les plus simples et les plus cachés. Mais il a raison, c'est un peu trop marqué le côté répétitif. La saison 3 finit par nous donner 5 ou 6 entries qui vous donneront un petit sentiment de déjà vu. J'avoue ne pas m'être trop ennuyé devant ces entries la première fois, mais les autres fois où je regardais, où je me rematais la série, c'était un poil répétitif, je l'avoue, mais je vais y placer une petite note un peu meilleure. Les 7 dernières entries, avec un seul élément qui manque, arrivent à vous captiver autant qu'avant. Voilà. Il faut savoir que ce côté répétitif vient du format des épisodes, qui parfois finit par se ressembler. On met Slenderman, puis un proxy, et puis paf, c'est barre. C'est un petit défaut, mais il aurait fallu qu'il y ait plus de variations dans les lieux, comme dans la saison 1. Moi je m'en fiche, la saison 3 reste ma préférée, mais il aurait fallu un rythme un peu plus avancé et un peu moins de répétition. La saison 3 dure quand même 6 heures les mecs. Troisième reproche. To the Ark ne sert à rien et n'a pas de sens. Alors là non, mais vraiment non. To the Ark est une chaîne alternative à Marble.net, pour ceux qui ne le savent pas, qui envoie des réponses aux vidéos de la chaîne principale. Elle fait des vidéos à l'esthétique travaillée et essaye de plonger Jay dans la culpabilité, l'horreur. Elle lui donne des indices tout en essayant de lui faire cracher la vérité. Et là, il y a des gens qui disent que les vidéos ne veulent rien dire. Réfléchissez en regardant. Si je pense que Signe D est un type de vidéo que les gens n'arrivent pas à suivre, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas assez et ne sont pas attentifs au texte qu'on leur donne. Non mais quand en plus, To the Ark n'est pas nécessaire à regarder pour la compréhension de la série et que les vidéos qu'il donne ne sont là que pour les théoristes et les gens qui aiment réfléchir, et quand en plus Jay prend la peine de rappeler ce qu'a mis To the Ark, franchement il y a des portes qui sont restées closes dans vos cerveaux. Quatrième reproche, le jeu d'acteur. C'est amateur, c'est vrai, mais bon sang vers la fin ça devient bon, voire même très très bon. Je pense qu'une grande partie des acteurs sont faits pour l'humour absurde, comme nous l'a prouvé la chaîne THC ou FAC. Donc ça a mis un temps d'adaptation, de 2 ou 3 ans. Oui, mais parfois c'était assez bon. Je pense que le défaut principal de ce jeu d'acteur, c'est qu'il est surtout vocal. Et quand on voit l'acteur en face, ça a l'air un peu moins naturel. Moi, je trouve sincèrement que Marble.net a des défauts techniques dans certains épisodes de la saison 1. Et un truc un peu foiré dans la saison 2. Dans la saison 1, je reconnais beaucoup des effets classiques de Vegas Pro. Genre ça. Ou ça. Comparé à la saison 3, c'est du pipi de chat. Finesse absolue. Mais il faut avouer que c'était le début de ce genre de série, et le précurseur d'un paquet d'autres séries. Et la grosse erreur de la saison 2, si vous voulez savoir, c'est ça. Là, c'est visible, genre beaucoup trop. Alors bon, c'est pas grave, car au bout d'un moment, ils changent les choses. Mais pour l'entry 40, qui est censé être le grand retour du Slenderman dans la saison 2, malgré un effet de peur efficace la première fois, j'avoue que c'est un peu ridicule. Oh, un mannequin, cachons-nous. Je lève la tête. Oh, un mannequin, je m'en vais. Alex? Au bout d'un moment, vous n'avez plus peur de Marble.net, je le répète. C'est là que le scénario commence à prendre de l'ampleur. La série comporte énormément de détails et un scénario et une trame compréhensibles. Les détails présents peuvent nous faire prévoir et interpréter les événements qui vont suivre. Prenons un exemple que je trouve brillant et qui n'est pas l'un des seuls. Il y en a une flopée d'autres. Entry 21, Jay s'approche d'un trou et des distorsions sont entendues. Entry 69, Jay tombe dans le même trou et on trouve des cassettes. Voilà. Sinon un autre exemple si vous voulez. Celui-là est un peu plus précis. Entry 26, le 4 avril 2010, anniversaire d'Alex. Donc si vous préférez le 4-4-2010, Amy et Alex se font attaquer par Slenderman à 4h04 en prenant le réseau horaire post-méridienne, et la première occurrence de tearing arrive à 4h04. L'attaque dans la vidéo commence à 4 minutes 12, 4 et 12 sont des multiples de 4, et la série qui va faire une suite à Marble.net qui commencera bientôt a été teasée, annoncée par un tweet du compte Marble.net qui disait 44. Voilà le niveau de précision qu'atteint la série. Il y a plein d'autres trucs comme ça avec le chiffre 4 dans la série. Mais dans ce cas-là, je risque de spoiler. Je mettrai une séquence comme ça après la conclusion pour expliquer des choses aux connaisseurs. La série a un scénario très bon car, encore aujourd'hui, ça discute sur les forums pour comprendre et interpréter les vidéos. On cherche à savoir si une telle apparition correspond à un tel événement, et depuis le teasing du début de la nouvelle série, ça s'enflamme sur internet pour savoir ce qu'il va se passer, et si les messages et questions sans réponse inutilisées sont utilisables.
Le scénario brille aussi par sa capacité à la fin de la saison 3 à nous faire vivre des émotions fortes. Ne cherchez pas sur Google, vous risquerez d'être très déçus d'un spoil qui est très intéressant. J'ai regardé la série en live pour mes 1000 abonnés, et les gens qui regardaient ça avec peu d'intérêt pour se marier un bon coup avec moi disant des bêtises à tous les coins de rue, ces gens qui m'écoutaient uniquement pour ça, ces gens ils ont eu un gros coup de barre à la fin. Certains ont presque chialé alors qu'ils regardaient tout en 3 jours, et qu'il y avait mes bêtises par-dessus. La série vous fait voyager entre mensonges et liens complexes entre personnages écrits avec précision et avec un passé très intéressant. Le monde entier semble leur tomber dessus, et il leur est impossible de passer à côté. Certains auront leur vie ruinée, uniquement parce qu'ils ont parlé avec Jay, le personnage principal. Jay est la personne qui souffrira le plus dans la série, avec de la déprime et de la violence. Il est avec Tim et Alex le personnage le plus développé, le plus énigmatique. On va à travers son jugement des événements. On le considère comme un ami. C'est une personne à qui on s'attache, qui oublie tout, qui semble être perdu dans cet univers. Mais la série saura vous montrer qu'il se fier aux apparences est mal, mais aussi qu'il faut savoir prendre des responsabilités. I'm going back to my home, and I'm burning these tapes. All of them. Mais le problème, c'est qu'il est impossible d'effacer ces erreurs. J'ai déjà eu une discussion. T'appelles ça une discussion? Bon, ok. Quelques messages échangés entre moi et le youtubeur Edwardson W, que je vous conseille en passant. Essayons de me faire une petite présentation de mon projet Ciné-D et d'avoir l'avis de quelqu'un d'objectif. Et il aime pas Marble Hornets, car il trouve ça chiant, selon ses dires. Et là, je me suis posé la question. Est-ce que Marble Hornets est chiant? Ou est-ce que c'est la société d'aujourd'hui qui a trop cette habitude à vouloir aller au plus vite partout? Mais non, rien de tout ça, pas de stimulation inutile du cerveau. Le problème c'est que lorsqu'on ne s'y investit pas plus, on ne peut pas apprécier. J'ai moi-même trouvé le début de Marble Hornets assez bizarre au début, et je me suis ennuyé pendant quelques moments de la saison 2 et 3. Et vous savez quoi, j'ai quand même continué. C'est vrai, le rythme s'avère parfois inégal, mais en y pensant, la plupart des fois ces moments sont justifiés pour prévoir la conclusion de la série, et ça très peu de gens aiment. Effectivement, se taper 9 heures de série intensive uniquement pour une conclusion, ça peut être chiant, surtout si l'on ne saisit pas tout. C'est triste de s'arrêter si rapidement dans une œuvre si puissante. J'ai souvent dit aux gens, allez au moins jusqu'à la partie 25 de Ciné-D avant de vous arrêter. Pour Marble Hornets, ce serait l'entry 26, car il clôt la saison 1 et permet de se préparer à la saison 2 plus lente, et également de se préparer à la saison 3 qui a une ambiance assez dérangeante. Il faut au moins aller jusqu'à la fin d'une saison. Certes, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps, mais de toute façon, on s'en fout. De toute façon, le temps, vous risquez d'en perdre encore plus dans votre futur. Donc 1h30 de saison 1, c'est comme si vous mettiez un film que vous avez pas aimé. Puis vous pouvez revenir tout à fait positif sur ça. Donc pour résumer, là, je suis en train de vous expliquer que s'arrêter trop vite dans une œuvre est une erreur. Certes, on n'a pas forcément le temps de s'y investir, mais ce temps, je vous propose de le chercher, et quand vous l'aurez trouvé, soyez prêts, et mettez-vous dans l'ambiance. D'ailleurs, si vous voulez apprécier la série dans de meilleures conditions, en comprenant tout, je vous conseille la chaîne Marble Hornets FR, qui a déjà traduit presque toute la saison 2 et l'intégralité de la saison 1, avec toutes les vidéos to the arc. Le mec a une vie d'enfer, ça mérite votre attention, et je te plus sois Corby. Si je m'invente mon caca, faut pas se plaindre que ça pue. Alors, je dis souvent que Marble Hornets fonctionne surtout parce qu'il est sur internet, mais là, un film qui sort en VOD? Un film officiel de Marble Hornets? Sérieux? Et non, ce n'est pas une blague, car c'est après une bande-annonce qui m'annonçait du potable que je me retrouve avec un mélange entre du mainstream, du Slenderman mal compris, et du bon qu'il y avait dans la série, malheureusement trop peu présent. Le film, pris tout seul, n'est pas mauvais, ça reste un divertissement d'horreur moins con que la moyenne, qui fait assez peur. Mais pris dans le cadre que son titre est Always Watching a Marble Hornet Story, c'est un foutage de gueule. Je n'ai vraiment pas aimé ce film et on remarque que le mainstream a écrasé notre bon vieil ami Slenderman, avec plus de screamers grossiers avec un chien que de véritables scènes qui vous feront peur avec la créature qui leur met en scène. Une histoire surcoupée qui a de trop gros problèmes de rythme, qu'une ou deux scènes de tension qui seront désamorcées par un screamer de ce foutu chien que j'ai envie de tuer. Une histoire qui, je le répète, ne vole pas bien haut. Ce film est un cas d'école du Slenderverse. Tout ce qu'il faut éviter de faire est présent ici, mais bon, disons qu'il n'y a pas que de la merde à l'intérieur. Le jeu d'acteur, par exemple, est plutôt bon, mais le personnage féminin, par exemple, est vraiment nul. Mais c'est vraiment pas glorieux, quoi. Je ferai peut-être une analyse plus poussée dans le futur, mais je ne pense pas que ce film mérite tant d'attention. Conclusion. On va arrêter les blagues. Et maintenant, je vais dire pourquoi, de manière symbolique, j'adore cette série. Pourquoi c'est ma série préférée. Laissez-moi
vous expliquer de manière calme. Avant, je pensais que YouTube et Internet, c'était des chatons et des podcasts. Puis je découvre un autre monde. Les creepypastas, notamment Slenderman, que je découvre par l'intermédiaire du jeu Slender. Puis je découvre Marble Hornets. Marble Hornets a été une claque à l'époque pour moi. C'était la première fois que je découvrais une œuvre amateur écrite avec qualité. Je venais de découvrir une partie tout entière d'Internet que je ne connaissais pas. Un endroit où des créateurs avec une énorme imagination arrivent avec seulement un caméscope à créer une œuvre cohérente. Comme si ces gens n'étaient plus qu'animés par la passion de te faire découvrir quelque chose, un univers. Si un jour on me demandait quelle web-série est ma préférée, je dirais Marble Hornets, sans hésitation. Ce n'est pas pour sa qualité que je le dirais, mais de manière symbolique. C'est suite à ces vidéos que je me suis lancé dans les creepypastas, en même temps que Requiem. Puis j'ai fait Costard Noir, une web-série inspirée de mon œuvre préférée. J'ai supprimé ces vidéos par honte, mais je n'ai jamais lâché. Quand ma chaîne a eu son pic de popularité, j'ai réitéré l'expérience. Bien que Séquence sa vie fût un échec narratif, je me sentais animé. Animé par l'envie de faire, l'envie de bien faire, de monter et de créer mon univers, à mon tour. Sans vous, créateur de Marble Hornets, sans vous, mon public, Signe D n'aurait jamais existé. Merci Troy Wagner, Tim Sutton, Joseph Delage, et vous. Maintenant je sens que cette période de mon enfance a une sorte de sens, qu'elle va quelque part. En quelque sorte, Marble Hornets a changé ma vision de la création, ma vision de mon imagination, ma vision de l'art. Traitez-moi de quelqu'un de stupide. Traitez-moi de quelqu'un qui exagère. Ce que je dis est réel. Je n'exagère absolument rien. Soyez fous. Si vous avez une idée, une envie, réalisez-la. Un jour, on vous le rendra. Coucou les connaisseurs, alors là si on se parle c'est à la fin du générique pour vous donner quelques petites autres occurrences du chiffre 4 dans les entries. Je ferai d'autres vidéos plus longues pour les connaisseurs si vous voulez, mais je vois pas trop l'intérêt. Beaucoup d'entries ont un nombre qui leur est attribué, qui est divisible par 4. Et ces entries sont souvent des entries montrant un nouvel élément ou montrant le Slenderman. Je vais commencer à partir de l'entry 40. Entry 40, première apparition dans le présent du Slenderman dans la saison 2. Entry 48, première apparition du tunnel. Entry 52, fin de la saison 2, et multiple de 26, donc le même nombre d'entries que la saison 1. Entry 60, première apparition dans le présent du Slenderman dans la saison 3. C'est également là qu'on chopera les documents relatifs à Tim. Entry 64, bon rien de spécial, c'est juste une deuxième apparition du Slenderman. Entry 68, vidéo de Touziark postée sur la chaîne Marble Hornets. Entry 72, là aussi Slenderman apparaît dans le présent. Entry 80, bon, là si vous avez décidé de regarder quand même la fin alors que vous ne connaissez rien, je vous demande de partir. Donc, Entry 80, Jay meurt. Entry 87. 88-1, fin de la saison 3, on tease la suite avec 44. 44 x 2 égale 88, donc on peut déduire une entry 88. Bon, je pense que là c'est une énorme approximation. Bon, allez, à plus, et à la prochaine.